Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce deuxième panel de l'Institut de recherche sur la paix au Sahel. Nous sommes très ravis, moi, avec l'ensemble de mes collègues aux États-Unis, en France et ceux qui sont de l'équipe au Burkina Faso. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour le deuxième panel de l'année de l'Institut et nous remercions les panélistes qui ont accepté se prêter à ce jeu de réflexion et de propositions de solutions pour les différentes thématiques que nous avons. Nous avions effectivement prévu le panel pour février, mais pour des raisons qui sont euh, liées au délestage au niveau du Sahel, nous avons dû reporter donc le panel pour ce 6 avril. Donc moi c'est Anissé Liliou, je suis donc directeur de l'Institut et membre fondateur. J'ai deux autres membres fondateurs qui sont connectés. Je vais les laisser se présenter rapidement avant que je ne dise le mot d'ouverture pour le panel. Salut à tous, moi c'est Barkwende Medar Sané, je suis actuellement à Georgetown University, membre cofondateur de l'Institut et chargé des programmes. Merci. Moi, c'est Wilfried Stéphane Zungrana, cofondateur de l'Institut. Je suis diplômé en géopolitique et sécurité internationale, analyste et consultant en intelligence économique au Centre marocain de l'intelligence économique. Donc, nous nous retrouvons ce 6 avril pour discuter sur la Confédération des États du Sahel, quel avenir pour les peuples du Liptako-Gourma. Donc, pour le constater, c'est un sujet d'actualité et l'Institut de recherche sur la paix au Sahel a voulu s'emparer de cette actualité régionale pour à la fois réfléchir, mais aussi poser des solutions sur cette initiative à la fois institutionnelle et politique qui va certainement occasionner des changements au niveau de la sous-région. Mais je voudrais, avant d'aborder la présentation des différents panélistes, donc dire un mot brièvement sur l'Institut de recherche sur la paix au Sahel, qui est une association donc créée par la diaspora burkinabé vivant en France et aux États-Unis. C'est un organisme à la fois de recherche et d'action que nous avons créé avec plusieurs pôles. Le pôle recherche et le pôle action avec la formation, une académie pour la jeunesse, des actions humanitaires et une intervention au sein des ONG et des instituts à la fois au Burkina Faso mais aussi en France et aux États-Unis. Donc voici brièvement cet institut qui vous accueille aujourd'hui pour ce panel. Merci. Donc, nous allons d'abord écouter les trois panélistes et ensuite, on aura un temps de discussion, de questions et aussi d'approfondissement avec nos trois intervenants. Donc, la première personne que nous allons écouter, c'est Dr Alfred Bonkungu. Il est spécialiste en intégration communautaire et de la politique européenne de l'Université de Rennes, donc en France, et docteur en théologie systématique de l'Université de Strasbourg. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou et au Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste, qui est situé à Ouagadougou. Il est membre associé de l'équipe UR 4377 de l'Université de Strasbourg et il est auteur de deux ouvrages publiés aux éditions européennes, dont l'un porte sur les organisations djihadistes en Afrique de l'Ouest. Il va nous entretenir sur le Liptako-Gourma, histoire du territoire millénaire, enjeux géopolitiques. Monsieur Bonkungu, vous avez la parole. Ok, très bien. Alors, bonjour à tout le monde. Et je voudrais d'abord saluer tous les membres fondateurs, notamment de l'Institut de recherche pour la paix au Sahel, dont les activités programmées nous permettent de nous retrouver
autour des thèmes et des panels porteurs comme celui du jour. Alors, il m'a été demandé de m'entretenir avec vous sur le Liptako Gourma, histoire d'un territoire millénaire, les enjeux géopolitiques. Il est vrai que depuis l'Alliance des États du Sahel, des concepts comme Sahel n'ont été portés par l'ensemble des populations que maintenant, quand on dit, prononce le nom Sahel, eh bien, on se reconnaît tout de suite dans un ensemble, même si pour le moment, on ne sait pas. Alors, je crois qu'on a quelques soucis de connexion avec Monsieur Bonkungu qui va certainement revenir très prochainement. Un écrit important, le laisser écrit important, dans lequel il disait: j'affirme et je réaffirme que je suis. Alors, j'espère qu'il pourra nous revenir très rapidement. Certainement un souci de connexion au niveau du Burkina. Alors, il est en train de se reconnecter. Merci pour votre patience. C'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons renvoyé le panel pour aujourd'hui. Il y a eu un problème technique. Oui, on vous redonne la parole. Ah, d'accord, très bien. Alors, je vais aller directement au développement de la thématique en deux parties. D'abord, l'histoire des peuples du Liptako Gourma et ensuite les enjeux géopolitiques. Alors, il faut dire que l'histoire des peuples du Liptako Gourma remonte jusqu'au XVIIIe siècle. Et ici, nous nous intéresserons simplement aux grandes lignes qui caractérisent cette histoire commune. Quelle est l'histoire du Gourma? Alors, il faut d'abord dire que le nom même Gourma vient des Songhai et signifie rive droite. Donc, le Gourma désigne tous les peuples situés sur la rive droite du fleuve Niger. C'est donc un nom générique qui désigne des populations qui partagent un même lieu géographique. Le Gourma est alors un bloc territorial entre d'autres territoires, mais créant avec ceux-ci un lien géographique et historique qui définit une identité plurielle porteuse d'historicité. L'histoire du peuplement du Gourma remonte en réalité à l'expansion gourmachée du début du XVIIIe siècle, dont l'aboutissement, après l'éviction des Kurumba et des Dogons, fut la création de royaumes indépendants, tels que le royaume de Kuala, le royaume de Sensuaru, et aussi la mise en place d'un système politique unitaire. Trois entités forment le bloc Gourma. Nous avons en fait le Gourma oriental ou le Gourma nigérien, le Gourma septentrional ou le Gourma malien, qui est délimité au nord et à l'est par le fleuve Niger, et enfin le Gourma méridional, le Gourma burkinabé, appelé communément le Goulmo. Alors, au début du XVIIIe siècle, le Gourma était un grand ensemble territorial établi jusqu'aux abords du califat de Sokoto, mais qui sera, hélas malheureusement, démantelé et réduit au strict minimum par les conflits avec les Peuls. Parce qu'en réalité,
on ne peut pas comprendre l'histoire du Gourma qu'à partir de l'histoire du Liptako et vice-versa. Alors, que pouvons-nous retenir alors de l'histoire de l'émirat du Liptako? Alors, il faut dire que l'émirat du Liptako est un royaume peul qui aurait été fondé vers 1809-1810 par les Férobés. Les Férobés, ce sont des Peuls venus de l'empire du Machina au Mali. Ce royaume s'étendait sur toute la rive droite du Mali et du Niger, avec toujours Dori pour capitale. La signification du nom Liptako est suggestive du rapport entre les Peuls et les Gourmachés, qui les avaient devancés sur les lieux. On raconte que l'ancêtre des Férobés s'appelle Ibrahima Seydou Bilmali. Cet ancêtre serait allé voir le sultan de Sokoto dans le Nigeria actuel pour une ère spirituelle afin de vaincre les Gourmachés qui leur faisaient. Je crains que notre panéliste ne soit dans une situation de connexion plus ou moins. On vous reçoit, M. Bonkungu. Continuer? Oui, bien sûr. Alors, donc, je reprends cette partie avec l'ONU le 3 décembre 1970. Presque un siècle avant la définition des pays d'Afrique à la conférence de Berlin, deux organismes du système des Nations Unies, notamment la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement, ont eu l'idée de convertir leur mission sur l'ensemble des trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, en une mission construite sur la géographie et sur l'histoire du Liptako-Gourma. Il s'agit de l'autorité de développement intégrée de la région du Liptako-Gourma, dont le but est de promouvoir et de mettre en valeur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques et agro-pastorales du Liptako-Gourma, dans un cadre régional pour un développement harmonieux et intégré. Le 16 septembre 2023, le Burkina, le Niger et le Mali créent l'Alliance des États du Sahel, instituée par la signature d'une charte dénommée Charte du Liptako-Gourma. Le 28 janvier 2024, les trois pays quittent l'organisation sous-régionale de la CEDEAO après un demi-siècle de la création de l'organisation. Tous les trois pays, il faut le remarquer, sont dirigés par des présidents de transition, des gouvernements de transition, dont la signification vient d'ailleurs du concept Sahel. Sahel veut dire précisément transition. Mais quels sont alors les enjeux géopolitiques des pays du Liptako-Gourma? C'est la deuxième partie. Il faut rappeler que la géopolitique, c'est la politique sur la géographie. Mais quelle politique sur la géographie des pays du Liptako-Gourma quand on sait que détenir la terre, c'est détenir le pouvoir et l'économie? La Confédération des États de l'AES, quel avenir pour les peuples du Liptako-Gourma? Nous avons identifié trois enjeux majeurs que nous présenterons ici
en termes de défis à relever. Il y a d'abord le défi de l'intégration communautaire. C'est le premier défi. Le défi de l'intégration communautaire doit être relevé le plus vite possible. Les trois pays doivent évoluer rapidement vers une réelle confédération. Et pour le coup, la géographie devrait être maintenant un facteur d'intégration et non de balkanisation et de désintégration. L'ancrage culturel et identitaire ne peut être construit qu'à partir de ce qui est commun au niveau historique comme au niveau géographique. Le fait que les trois pays soient en même temps en période de transition politique, après une décennie d'années de lutte contre le terrorisme, indique que ces trois pays ne sont pas seulement constitués côte à côte par la géographie, ils sont aussi constitués ensemble par une histoire commune dont il faut tenir compte pour la sécurité et pour le développement politique et économique. Je l'avais signalé. Le nom Sahel est chargé de porter cette identité commune. Sahel signifie transition. Voilà l'histoire qui nous caractérise ensemble aujourd'hui. Donc, la transition, c'est l'histoire qui nous l'impose. Peuple de l'Itako et du Gourma, qui sommes-nous en réalité? Alors, pour le moment, la réponse pour beaucoup, c'est ce que dit le Sahel médiatique, pas le Sahel des peuples. La signification du Liptako Gourma pour le Sahel médiatique, c'est un lieu de problème. Problème sécuritaire, problème climatique, problème économique, problème politique. Voilà ce que nous enseigne le Sahel médiatique. Il faut donc quitter l'enseignement du Sahel médiatique pour aller au contenu du Sahel des communautés et aussi du Sahel des États en perspective. Le Sahel des communautés, c'est l'histoire d'un peuple en écriture. Donc, il faut relever impérativement ce grand défi de l'intégration communautaire. Le deuxième défi, c'est le défi du Sahel de la défense. Le défi du Sahel de la défense. En fait, il s'agirait de passer de la défense du Sahel au Sahel de la défense. Le Sahel est actuellement au niveau médiatique, comme je viens de le dire, dans des problèmes d'ordre sécuritaire surtout. Mais si nous nous posons cette question, qui doit le défendre, le Sahel? Des pays partenaires et des organisations internationales? Si c'est le cas, il s'agit de la défense du Sahel. C'est sans doute bien, mais c'est très insuffisant. C'est ce qui s'est passé en réalité jusqu'au 26 juillet 2023 passé. Les trois pays confrontés au problème de l'insécurité et du terrorisme luttaient de façon solitaire, chacun à l'intérieur de ses frontières. Et il leur était difficile de mutualiser les forces. Ce n'était pas possible dans le sens du hard power, donc au niveau militaire, encore moins dans le sens du soft power. C'est cela la défense du Sahel.
le Sahel de la défense exige une politique intérieure de stabilité et de défense commune, dans le sens d'une approche globale combinant la sécurité, la restauration d'une gouvernance vertueuse et le développement. Merci Anissé. J'espère bien que les dieux de la connexion seront beaucoup plus favorables pour moi qu'ils ne l'ont été pour mon prédécesseur. Alors, je voudrais joindre ma voix à ce dernier d'ailleurs pour remercier l'Institut pour non seulement le fait qu'il nous réunit aujourd'hui pour traiter d'un sujet plus qu'actuel, mais également en vertu de tout le travail de sensibilisation et de formation que l'Institut est en train de faire depuis un moment. Alors, je voudrais d'entrée de jeu rappeler le sujet sur lequel je présente, la Confédération de l'AES, quel avenir politique pour le Burkina, le Mali et le Niger. Une difficulté peut être soulevée rapidement concernant ce sujet et cette difficulté est liée au terme avenir qu'il inclut, et à moins d'avoir une boule de cristal dans laquelle l'on pourra lire avec précision et certitude ce qu'il adviendra demain, l'on ne pourra qu'émettre des hypothèses à partir d'éléments plus ou moins objectifs à notre disposition. Dans sa thèse de doctorat publiée en 1896, le célèbre juriste... Donc, ma présentation gravitera autour de la problématique de l'incidence ou de l'impact pour les États membres de la création d'une confédération comme l'AES. Et pour les nécessités de la cause et également au regard du contexte dans lequel je fais cette présentation, je consacrerai une première partie à l'impact ou l'incidence pour les États membres de la création d'une confédération d'un point de vue classique, avant, dans un deuxième temps, d'en venir au cas plus topique des États membres de l'AES. Donc, l'impact classique sur les États de la création d'une confédération. Alors, s'agissant de cet impact, je vais dans un premier temps, et ça va être une première sous-partie, parler du statut des États confédérés. Donc, les États confédérés étant entendus comme les États qui sont membres de la confédération. Donc, le statut des États confédérés, et ce statut est un statut d'État indépendant, d'État souverain. Donc, la confédération, comme je l'ai dit tout à l'heure, implique un traité par lequel des États souverains, des États indépendants vont donc décider de travailler ensemble. Et conformément à une jurisprudence constante du droit international, l'adhésion d'un État à un traité n'est pas un abandon de sa souveraineté. Il s'agit tout simplement d'un exercice de cette souveraineté. Et cet exercice-là pourrait certes impliquer une restriction des droits souverains, du moins dans les matières qui sont déléguées disons, dans le cadre du traité. Alors, donc, l'adhésion d'un État à un traité n'est pas une renonciation à sa souveraineté. Et c'est l'affaire du vapeur Wimbledon. Et partant, donc, la Confédération ne met pas un terme à l'existence des États en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant. Et cela emporte un certain nombre de conséquences qu'on remarque généralement dans les traités qui créent des confédérations. Donc, dans un premier temps, les États peuvent se retirer de la confédération. Donc, la liberté des États de pouvoir se retirer de la confédération, on les retrouve généralement dans les traités qui créent des confédérations. Deuxième élément, les décisions prises dans le cadre des confédérations vont être des décisions prises à l'unanimité. Donc, cela permet de faire une distinction, un distinguo, par exemple, entre la confédération et certaines unions et certaines organisations d'intégration, comme l'Union européenne, comme la CEDEAO,
puisque dans le cadre de la Confédération, les décisions sont prises à l'unanimité, alors que dans le cadre des organisations d'intégration comme la CEDEAO, comme l'Union européenne, certaines décisions sont prises à la majorité des États membres. Alors, un autre élément qu'on va retrouver dans les traités créant des confédérations et qui caractérise le fait que les États sont restés indépendants, c'est que les mesures qui sont prises au plan confédéral, donc par la Confédération, seront des mesures qui n'auront pas un effet immédiat. Donc, en gros, pour que ces mesures-là puissent être appliquées au sein des États membres, il faudra une mesure supplémentaire d'incorporation de ces mesures-là au droit interne de ces États respectivement. Donc là, par exemple, au sein de l'Union européenne, les directives et les règlements ont des effets qu'on ne va pas forcément retrouver au niveau d'une confédération. Donc, l'effet direct, l'effet immédiat également. Donc, bon, je n'ai pas peut-être assez de temps pour rentrer en détail sur ces questions-là. La seconde sous-partie de ma présentation sous cet angle, s'agissant de l'impact classique de la Confédération sur les États membres, va porter sur l'avenir de la Confédération et l'incidence de cet avenir-là sur le statut des États qui sont concernés. La Confédération est censée être un système, une organisation de transition. Donc, c'est censé être un système transitoire. Et partant, on est censé pouvoir évoluer vers un État fédéral, par exemple, où pendant plusieurs années, on pourrait arriver aussi dans une situation où les États décident que la Confédération n'a plus sa raison d'être et y mettront fin à son existence. Donc, si la Confédération progresse pour donner naissance à un État fédéral, les États confédérés, c'est-à-dire les États membres, n'auront plus une existence en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant. Donc, ils perdent leur souveraineté, ils perdent leur indépendance, ils n'auront plus la possibilité de pouvoir agir directement au plan international, de pouvoir ratifier des traités, par exemple. Donc, en principe, les États fédérés. Donc, dans le cadre d'un État fédéral, on parlera des États fédérés qui sont membres donc, de l'État fédéral et qui ne pourront pas, par exemple, conclure des traités au plan international en principe, sauf si la Constitution fédérale le leur autorise dans certaines matières spécifiques. Comme je l'ai dit, dans une autre hypothèse, la Confédération peut être menée à une dislocation, à une dissolution. Donc, dans le cas de l'État fédéral, logiquement, l'État qui a une existence au plan des relations internationales, ça va être l'État fédéral. Alors, venons maintenant au cas plus topique, au cas plus spécifique des États membres de l'AES. Donc, ma deuxième partie. Dans un premier temps, je constaterai donc l'indépendance politique des États membres de l'AES, donc la conservation de cette indépendance-là. Et dans un second temps, je vais aborder l'avenir de l'AES et le maintien probable de l'indépendance des États membres. Alors, s'agissant de la préservation de l'indépendance des États membres de l'AES, on rappelle, et je crois que mon prédécesseur l'a déjà dit, c'est la charte du Liptako-Gourmand qui crée l'AES, donc 2023. Le traité confédéral ne supprime pas la souveraineté des États membres, leur indépendance. On peut le remarquer en lisant le texte même de l'AES, donc le texte, la charte du Liptako-Gourmand. Dès le préambule, on voit apparaître la question de la protection de la souveraineté des États comme l'un des objectifs de l'AES. Et également, quand on se rapporte à l'article 6 de la charte, cet article dispose « Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression ». Donc, les parties contractantes sont justement les États membres de la Confédération et
toute atteinte à leur souveraineté, ça veut dire qu'on reconnaît cette souveraineté-là qui est toujours préservée. Et également, l'article 9 de la Charte du Liptako-Gourma qui dispose que les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États parties. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe de l'unanimité repose justement sur la nécessité de respecter la souveraineté de chaque État membre. Donc, chaque État a son mot à dire. Donc, les décisions sont prises à l'unanimité. L'article 12 précise que la modification de la charte est soumise également à l'acceptation unanime de tous les États membres. Donc là également, on voit cette manifestation de la conservation de l'indépendance, de la souveraineté, et l'article 12 qui précise, pardon, l'article 14 qui précise que chaque État peut se retirer moyennant donc un préavis de 6 mois. Donc là également, on constate que chaque État garde sa pleine et entière liberté de pouvoir rester membre de la Confédération. Et cela permet donc de dire que la souveraineté et l'indépendance de chaque État est préservée. Maintenant, quel pourrait être l'avenir des États membres de l'AES? Est-ce que ces États sont portés à disparaître? Puisque vous l'aurez compris, si il y a naissance d'une fédération, cela supposerait que chacun de ces États membres disparaîtrait aux yeux des relations internationales, aux yeux de la société internationale, pour devenir seulement des entités internes, pour devenir comme des États fédérés. Donc, de mon point de vue sur cette question, il est peu probable qu'on évolue vers une fédération. De mon point de vue, j'aimerais bien être démenti par les faits sur cet aspect-là. Et je m'appuie en particulier sur un certain nombre d'éléments. Dans un premier temps, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu des organisations, des unions d'États dans cette zone géographique, en particulier la Fédération du Mali qui a existé entre 1959 et 1960, donc entre les États que sont le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, donc 1959-1960. Mais on connaît également, là c'était une fédération, il y a également un exemple de confédération et c'est le cas de la Confédération Sénégambie qui a existé entre 1982 et 1989 entre le Sénégal et la Gambie. Toutes ces organisations, toutes ces structures n'existent plus aujourd'hui. Et la leçon qu'on en retient, c'est tout simplement que les États sont jaloux de leur souveraineté. C'est un peu général, ce n'est pas propre à une région spécifique, c'est partout. On peut le confirmer par l'exemple, je sais pas, du Brexit, par exemple. Donc, le Brexit témoigne justement de la volonté des États de pouvoir préserver leur indépendance, leur souveraineté. Et on sait également qu'au sein de l'Union européenne, par exemple, il y a toujours des velléités, il y a toujours certains États au sein desquels, disons, certaines personnes voudraient que leurs États se retirent, notamment avec la montée des droites, des extrêmes droites au sein de plusieurs États. Donc, s'agissant de l'hypothèse de régression, ce ne serait pas forcément une hypothèse catastrophique si pendant plusieurs années, l'AES parvient donc à accomplir les missions pour lesquelles elle a été créée, notamment la question sécuritaire, la question de la défense que mon prédécesseur a relevé, mais également la question du développement. Et on sait que la question, bon, ces trois questions-là sont clairement évoquées dans la charte, mais on sait également que la question monétaire a été évoquée ultérieurement lors de certaines déclarations. Je voudrais relever quelques autres éléments qui témoignent aussi du poids
du poids des États, de chacun des États. Alors, je relève dans un premier temps que l'AES, on pourrait même considérer que l'AES est déjà une réussite avant même de fonctionner pleinement, puisque quand on lit les textes de l'AES, on se rend bien compte que la question de la défense commune est vraiment une question centrale. Et cette question de la défense commune, il y a un enjeu immédiat qui était relatif à l'intervention de la CEDEAO au Niger. Et aujourd'hui, on sait que cette idée est désormais totalement abandonnée. On sait d'ailleurs que les sanctions qui avaient été votées contre ces États-là ont été levées. Donc, même si la bataille autour de tous ces éléments est une bataille qui a été initiée avant même la création de l'AES, aujourd'hui, l'AES, on peut dire que l'AES couronne ce succès-là, puisque la CEDEAO se rend compte que l'union et de ces États-là, voilà, ne va pas, voilà, disons, en plus, avec la question du retrait de ces États de la CEDEAO, donc la CEDEAO n'avait pas d'autre choix que de lever ces sanctions et on peut déjà considérer que c'est une réussite pour chacun des États membres de l'AES qui a bien voulu donc se mettre dans cette structure-là. Alors, on doit également espérer le regain de l'autorité politique. Avec cette alliance, on doit espérer le regain du pouvoir politique au sein même de chacun des États membres, puisque l'un des objectifs, c'est justement de lutter contre le terrorisme. Et on espère, c'est d'ailleurs sur ce terrain que l'AES est la plus bienvenue et en même temps la plus attendue. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser les forces de sécurité justement pour pouvoir lutter contre le terrorisme au sein de ces différents États, en particulier au niveau de la zone des trois frontières où on sait qu'il y a beaucoup de mouvements des terroristes. Alors, je vais conclure rapidement pour rester dans le temps, je l'espère, je n'ai pas trop regardé, en disant qu'en définitive, le Mali, le Niger et le Burkina Faso resteront indépendants dans le cadre de l'AES, sachant que la trajectoire que prendra cette confédération dépendra non seulement des peuples, mais aussi des gouvernants qui ne seront pas forcément les mêmes aujourd'hui et demain. Donc, il revient aussi au peuple de pouvoir veiller donc, à ce que les dirigeants qui seront désignés soient ceux-là qui serviront donc les intérêts d'une union, puisque c'est vraiment important au regard des enjeux qu'on a relevés. Même si l'AES aboutit à la création d'un État, n'aboutit pas à la création d'un État fédéral, elle pourra donc continuer par travailler pour ces objectifs qui sont clairement affichés dans le pacte et c'est là le plus important. Je vous remercie, j'ai dit. Bien, merci, docteur Djeri Oukate. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public de l'Université Grenoble-Alpes et que vous êtes élève avocat donc au niveau de Lyon. Merci pour votre intervention qui a porté sur la confédération de l'AES. Quel avenir politique pour les États de l'AES? Je rappelle très rapidement que vous avez donc défini la confédération comme étant une association d'États qui décident de se mettre ensemble à travers donc un traité pour créer donc un ensemble d'organes communs afin donc de gérer donc des questions communes. Alors, quel est l'impact de la création d'une confédération pour les États membres? Vous avez souligné que cela ne remettait pas en cause l'exercice de la souveraineté et de l'indépendance des États. Et même si on devait évoluer progressivement vers un État fédéral, donc les États garderont toujours la main sur leur souveraineté. Et vous aviez terminé en soulignant que l'AES est une réussite avant l'heure. Si on constate effectivement que la création de cet ensemble régional a permis donc d'amener la CEDEAO à lever l'ensemble des sanctions contre ces États. Bien,
nous sommes progressivement en train d'aller vers la fin de notre panel et nous allons écouter le dernier panéliste avant de pouvoir donc échanger avec les panélistes. Donc, je précise que vous pouvez déjà poser vos questions au niveau du chat. Nous allons les récapituler et puis à la fin, on va les donner donc aux panélistes. Bien, celui que je vais annoncer, Dr Medar Barwend Sané, qui est donc cofondateur de l'Institut de recherche pour la paix au Sahel et qui est du côté des États-Unis. Il va donc nous entretenir sur les différents partenariats qu'on peut avoir donc, avec les États du Sahel et éventuellement l'avenir de ces partenariats pour donc cet ensemble commun. Docteur Barwend Sané, vous avez la parole. Merci bien Anissé. Salut à tous, j'espère que vous m'entendez. C'est parfait. Ok, très bien. Merci aux deux prédécesseurs, au docteur Kiswen Sida et docteur Oukate. Je retiens avec beaucoup d'admiration l'optimisme qui se dégage de leurs interventions et en même temps, je retiens le défi qui est fondamentalement anthropologique, le défi qui est lié au défi des hommes. Mon intervention s'intitule donc la confédération de l'AES, comment redéfinir les partenariats et quelle viabilité de l'institution. Ouagadougou nous offre aujourd'hui l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance, ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois États. Tels étaient les mots du général Kassoum Koulibaly, ministre burkinabé de la Défense, le 15 février 2023, lors de la formation de la Confédération des États du Sahel. Ma réflexion, tout comme celle de mes prédécesseurs, s'inscrit dans ce que j'appelle la ligne de la politique participative, c'est-à-dire citoyen de l'AES et très fier de l'être, j'engage ma réflexion pour participer à la question publique en tant que citoyen. Quant au déroulement de l'agenda politique, cela relève de ce qu'on appellerait la politique politicienne, la politique dans son implémentation. Et le plus important pour nous, c'est de nourrir la réflexion. Ainsi, ma problématique, comment redéfinir les partenariats et quelle viabilité pour que ces partenariats puissent bien fonctionner et surtout qu'ils puissent relever les deux défis de la souveraineté et des hommes. Cette question concentre la nécessité de réévaluer les partenariats existants, renforcer les partenariats qui sont viables, se dégager, se déguerpir des partenariats qui ne peuvent pas du tout aider et aussi avoir suffisamment de courage pour être audacieux et se lancer vers un avenir beaucoup plus promoteur qui permet aux États de mettre en avant ce qu'il y a comme ressources. Au regard de la vastitude de la question, je voulais donc me concentrer sur ce que j'appelle la logique interne même de la viabilité d'une confédération que j'aimerais voir devenir une fédération. En une phrase, je dirais, la confédération de l'AES doit bâtir des partenariats solides pour un développement accéléré et une souveraineté retrouvée. Retrouvée parce que, comme l'a si bien dit le docteur Alfred, la vie des peuples y était déjà dans cette zone. Le plus important, c'est que le politique puisse vraiment joindre l'acte à tous ces discours. Faire éclater notre volonté de puissance, voilà donc ce qu'il y a à faire. Et c'est ce qui permet de donner de la vie à l'histoire comme telle. Voyez-vous, la puissance, c'est la clé, c'est la raison d'être sur Terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et point final, et tant pis pour toi.
Africains, nous sommes les pères de cette humanité. Nous sommes les plus anciens sur la Terre et il nous appartient de considérer les accidents de l'histoire comme des accidents qui nous ont mis dans des situations qui ne nous ont pas permis de nous affirmer au maximum. Il nous appartient donc de nous dégager de ces accidents qui nous freinent. Et dans ce sens-là, il faut retenir et comprendre que nous sommes dans un monde qui a beaucoup plus de violence dans les relations. Alors, je vais peut-être rapidement donner mon point de vue sur certaines questions qui ont été posées. Euh, les actions concrètes, quelles sont les actions concrètes qui ont été menées depuis la création de l'AES? Après, je crois que d'autres intervenants pourront revenir sur cette question si d'aventure je suis moins informé. Alors, l'AES est créée en fin 2023. Donc, fin 2023, là, nous sommes, disons, en avril. Donc, en gros, il n'y a pas un grand temps qui s'est écoulé entre la création de l'AES et aujourd'hui. Et l'article 3 de la charte du Liptako Gourma précise que les organes communs seront mis en place ultérieurement. Et en outre, il y a une autre disposition qui précise qu'il y aura des accords supplémentaires qui vont être signés pour l'effectivité du projet de l'AES. Donc, de ce point de vue-là, étant donné que tous ces éléments ne sont pas effectivement, ne sont pas encore totalement mis en place, je crois qu'on ne peut pas, pour l'heure, dresser un bilan sur l'AES, mais on peut quand même relever qu'avant même la création de l'AES, il y avait déjà une coopération entre ces États autour de la question du terrorisme, également autour de la question de la défense. Donc, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, on n'a pas forcément attendu l'AES pour que les États, notamment le Mali et le Burkina, puissent dire qu'ils soutenaient, qu'ils étaient du côté des Nigériens et qu'en cas d'intervention au Niger, voilà, ce serait une intervention également au Mali, c'est-à-dire ce serait une agression contre le Mali et le Burkina Faso. Donc là, ce sont des éléments que j'avais soulevés comme déjà une réussite, mais en même temps, voilà, c'est-à-dire que ça permet de dire tout simplement que là, le temps qui s'est écoulé, comme je l'ai dit, ne permet pas encore de pouvoir de faire une évaluation du bilan. Peut-être on attend vraiment que l'AES puisse, c'est ce que je lis un peu derrière cette question, on attend que l'AES puisse rapidement mettre en place les organes communs et qu'elle puisse commencer donc par fonctionner. Mais la coopération existait déjà entre ces trois États et on attend donc de voir comment les choses vont pouvoir évoluer. Alors, sur la question relative au maintien au sein de l'UEMOA, alors moi, je ne pense pas forcément que ce soit le retrait de toutes les organisations, le retrait de la CEDEAO, de l'UEMOA, soit forcément la meilleure option. Moi, je pense que l'AES pourrait rester au sein de l'UEMOA, mais peser de son poids, puisque finalement, on aura trois États qui sont ensemble, qui parlent d'une même voix. Et donc, de mon point de vue, ces États-là peuvent peser de leur poids au sein de l'UEMOA, par exemple, pour exiger les réformes qui vont mener à ce que cette organisation puisse être une organisation aussi efficace et aussi indépendante qu'on le souhaite. C'est ce que je pense. Et alors, je sais pas. Alors, quel principe mettre en place pour sauvegarder les idées des créateurs de l'AES? Je crois que je partage l'idée qui est derrière derrière cette question.
puisque la question se pose en Afrique en particulier, en Afrique noire, de la constance, constance de nos idées. C'est-à-dire que on sait que le panafricanisme tel qu'il se développe aujourd'hui, on l'a connu à l'époque, à une certaine époque, lors des indépendances, comme Nkrumah, Sylvanus Olympio et d'autres. On l'a connu à l'époque de Thomas Sankara. Mais après ces derniers, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, la question se pose effectivement de savoir comment pérenniser ces acquis-là et peut-être que cela pourrait être euh, l'objet de l'intégration, disons, dans la Constitution, par exemple, si on révise la Constitution pour intégrer pour dire, par exemple, que l'AES, disons que l'État en question ne peut sortir de l'AES sans, par exemple, Sahel, le concept Sahel a deux significations. Il y a d'abord le sens dénotatif. Le mot même vient de l'arabe et signifierait euh, bordure, rivage. Donc, c'est la bordure entre la zone saharienne et la zone soudanaise. Mais finalement, c'est le sens connotatif qui est un peu plus figuré, qui a fini par donner au concept son sens de transition. Alors donc, lorsque je dis que le mot Sahel a le sens de transition, ce n'est pas une invention, c'est toujours été comme ça. Et donc, on pourrait penser à la transition climatique, ce qui est évident, mais avec le contexte politique actuel, nous ne pouvons pas ne pas penser aussi à la transition politique. Donc, c'est ce qui était ressorti, ce qui était dit dans l'exposé. Et je voudrais remercier les docteurs Oukate et Barwende, et je voudrais revenir sur la première question. La première question, les actions concrètes. dans le chat, Mhm. je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si la Russie est aujourd'hui le meilleur partenaire pour les États membres de l'AES. Moi, je crois qu'il n'y a pas de meilleur partenaire en soi en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un État, considérer tel État pour dire qu'il est le meilleur partenaire dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il y a des meilleurs partenaires à un moment donné. Donc, si aujourd'hui, la Russie est l'État qui respecte le mieux nos États et que c'est l'État qui garantit nos intérêts, alors on peut travailler avec la Russie. Mais si demain, la Russie ne nous respecte plus, si demain, la Russie ne nous permet plus d'aller vers ce qu'on cherche, alors la Russie ne sera plus donc un meilleur partenaire. Donc, il n'y a pas un État qu'on pourrait définir comme cela, de façon objective, comme un État qui est le meilleur partenaire. Je crois qu'on peut travailler avec tout le monde, mais il faut surtout prêter attention à ce que l'on signe dans les accords qu'on signe. C'est justement ça. Puisque quand moi il y a l'un des traités, l'un des accords que j'avais d'ailleurs cité. Ok, bonjour. Oui, on vous reçoit bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup et merci pour l'initiative. Je dis un grand bonjour à M. Anissé, le modérateur qui a modéré avec maestria. Alors, j'avais posé quelques questions dans le chat, mais on n'a pas tenu compte de ça. C'était une question. Bien, la réponse est à donner maintenant, c'est ça? Oui, D'accord. Alors, les débordements peuvent être des débats, si vous voulez, politiques pour ne pas dire politiciens, que nous connaissons et qui font souvent l'actualité des réseaux sociaux. Donc, c'est pour justement éviter ces débats que je dis effectivement de rester dans le cadre scientifique et de réflexion et non de verser dans des débats qui pourront effectivement nous éloigner progressivement de l'objectif donc du panel.
Ok, d'accord. Donc, je peux poser mes questions en taillant. Merci D'accord. pour le cadrage. Voilà, parce que j'avais une question sur les coups d'État. Est-ce une manière de dire que les coups d'État sont bien, Mm. etc. Parce que ceux qui sont au pouvoir quand même sont arrivés par un coup d'État. Voilà, donc je vais laisser cette question-là. Maintenant, ma question à tous les panélistes, le premier ministre Alors, essayez de burkinabé. parler un peu plus fort si c'est possible. Ok, je dis que le premier ministre du Burkina avait au départ parlé de fédération. Et à un moment donné, c'est la confédération qui est ressortie et qui est en route actuellement. Je pose la question à tous les panélistes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Ou est-ce que le Premier ministre a été recadré à un moment donné? Ou est-ce que la notion même de fédération n'était pas maîtrisée par ce dernier? Alors, une question à Dr Bonkumbu. Le choix de l'AES n'est-il pas une trahison de son aîné, Liptako Gourma? Pourquoi ne pas garder les États de Liptako Gourma, mais l'AES? Est-ce que ça change véritablement les choses? Voilà. Ou est-ce que, voilà, j'ai posé la question au départ, est-ce pas une trahison de l'aîné Liptako Gourma? À Dr Djeri, et là, c'est la dernière phrase de sa conclusion. Voilà. Parce qu'il parle donc des mérites des États du Sahel. Et je vais lui poser la question, voilà. Est-ce qu'il a la garantie euh, euh, de la dernière phrase donc de sa conclusion? Voilà. Parce qu'il a terminé en parlant des mérites donc des États du Sahel. Bien, merci, Monsieur Kousekizito. Euh, alors, on a la possibilité soit d'écouter encore d'autres interventions ou de donner la parole aux panélistes. Donc, on peut peut-être prendre deux, trois interventions avant de revenir aux panélistes. Donc, on donne la parole à d'autres personnes qui ont levé la main. Je vois Monsieur Marcelin Oui, Nakanabou. Makanambo a la parole. Bonjour, merci de me donner la parole. J'aimerais intervenir un peu par rapport à... Et merci. Vous m'entendez? On vous entend bien. Je suis Gaëtan, je vous appelle depuis Rome, l'Italie. Merci beaucoup pour les opportunités que vous nous donnez d'avoir des experts qui nous partagent leur point de vue et d'échanger un peu. Moi, c'est deux choses. J'ai posé un nombre de questions. Une remarque. Moi, l'AIS, je suis panafricaniste moi-même. L'AIS, j'y crois beaucoup. Mais actuellement, j'ai beaucoup de doutes sur la méthodologie utilisée par certains de nos régimes, particulièrement au Burkina. Et je me demande, est-ce qu'il ne faut pas engager dans ce projet de l'AIS, engager le dialogue avec les peuples? Est-ce que cela n'est pas important? Parce que là où nous sommes en train d'aller, j'ai bien peur que nous allons directement dans le mur. Parce qu'on ne peut pas construire non seulement un pays, mais une alliance ou une confédération sans les peuples. L'autre disait cette question anthropologique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de dialogue, hein? Et deuxièmement, besoin de consultation des peuples. Ces régimes ont décidé des choses, bon, c'est très bien. Nous voulons un CEDEAO, une CEDEAO des peuples. Nous voulons aujourd'hui ce projet de l'AIS des peuples.
est-ce qu'il ne faut pas consulter les peuples par voie de référendum sur des questions aussi importantes comme se retirer de l'UEMOA, se retirer de la CEDEAO ou créer une monnaie? Remarque et question. Deuxième question, c'est, bon, depuis que ces régimes sont venus, ils dénoncent les accords. Mais est-ce qu'il n'est pas important de rendre ces accords qui ont été signés au temps colonial et tout ça public? Moi, personnellement, j'ai fait de la recherche, j'ai cherché, bon, peut-être que je n'ai pas encore trouvé le lieu pour avoir ces accords, mais j'ai cherché ces accords pour les lire moi-même. Je n'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'en dénonçant ces accords, il ne faut pas les rendre publics pour que les peuples aussi puissent avoir accès, puissent lire et savoir ce qui est dedans? Bon, il y a des articles qui parlent des accords et on nous dit, bon, il y a ceci dedans, il y a cela dedans, mais les accords même, on ne les a pas comme texte et tout ça. Voilà. S'il y a quelqu'un qui sait où trouver ces accords, et peut nous donner un lien ou voilà, la documentation. Voilà. Donc, c'est un peu ces points et ces commentaires que je voulais faire. Merci. Merci bien, M. Gaëtan. Nous prenons une dernière personne. Je vois qu'il y a Zungrana Wendenso qui a levé la main. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Je vous remercie pour ces participations très, très pertinentes de la part de l'ensemble des panélistes. Je prends la parole juste pour une petite contribution en lien avec le dernier intervenant, pour dire qu'il faut effectivement nous focaliser en fait sur nos intérêts et redéfinir nos partenariats. En lien avec mes échanges que j'ai eus avec Louis Moratinos, qui est le Political Officer du Service européen pour l'action étrangère et qui est chargé de l'action de l'Union européenne au Mali et en Mauritanie. Et donc, il me disait en effet qu'à l'issue du dernier Conseil des affaires étrangères à Bruxelles, il y a de cela à peine 2 semaines, il y a eu 2 camps qui se sont formés. Donc, le premier camp constitué des États tels la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, qui déplorent la rupture du dialogue entre l'Union européenne et les États du Sahel. Et le deuxième camp constitué principalement de la France, dont la position reste très sévère et critiquée par le reste des États de l'Union européenne. Et il m'a fait savoir que la formation de ces camps, en fait, va simplement avec les intérêts de chacun des États, même au sein de l'Union européenne, et qu'en fait, il faut que les États du Sahel puissent vraiment s'imposer, entre guillemets, et puissent vraiment faire entendre en fait leur voix et faire comprendre en fait les choses, voilà, les problèmes africains en fait, et la façon africaine de les régler. Et donc, raison pour laquelle il me faisait savoir qu'il sait très pertinemment que bientôt, en fait, l'Union européenne sera amenée à financer et à travailler forcément avec l'AES et que jusque-là, c'est la France qui bloque, voilà, qui a une position assez difficile. Et comme il s'agit de la politique extérieure, les décisions sont prises à l'unanimité et c'est bien plus compliqué. Et donc, il me faisait savoir aussi que bientôt, il y aurait un sommet effectivement à Copenhague pour trouver des solutions pour travailler avec des régimes militaires et que ça, c'est vraiment un pas. Voilà, c'est une nouveauté en fait au sein de l'Union européenne en fait qui cherche en fait des solutions pour travailler avec des régimes militaires et que voilà, pour cette raison, il faudrait pas. Lui, il a dit je travaille à l'Union européenne, mais je suis africain parce que je pense que les États de l'Union européenne ne comprennent pas l'Afrique en fait et ne savent pas en fait que nos standards ici à l'occidental ne s'appliquent pas forcément de la même manière voilà, aux États africains. Donc, pour dire simplement qu'en effet, voilà, il faut foncer sans hésitation ou voilà, partir dans un élan sans s'attarder sur les standards, ou je dirais même les doubles standards de certains de nos partenaires africains et redéfinir effectivement ces partenariats.
Donc, je vous remercie. C'était simplement une contribution. Merci bien pour votre contribution. Je pose une dernière question qui m'a été envoyée. Est-ce qu'on peut penser que l'AES est une organisation des peuples, puisqu'on a reproché pendant longtemps que la CEDEAO était restée donc une organisation des chefs d'État? Est-ce qu'aujourd'hui, l'AES qui a pris le pas peut être considérée comme une organisation des peuples? Bien, passe la parole maintenant aux différents panélistes. En tout cas, je vous demanderai d'être un peu bref pour que nous puissions effectivement clôturer très rapidement notre panel. Les panélistes, vous avez la parole. Eh bien, je peux aller pour qu'on gagne en temps. Merci à tous pour ces questions. Je remercie bien M. Nakanabo pour votre grande contribution. Pour moi, c'est vraiment plus une contribution avec une grande insistance sur nos paradigmes. Voilà, il n'y a pas mieux à dire. Voilà. Donc, si la polygamie n'est pas dans nos paradigmes et si la polygamie ne nous arrange pas, eh bien qu'on puisse donc l'écarter pour revenir à ce qui nous arrange. Mais retenons simplement, choisissons nos paradigmes qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Très d'accord avec vous. Et le nucléaire, ça ne nous arrange pas. Vous avez raison. Sans doute que les scientifiques vont beaucoup plus mettre l'accent sur ce qui nous est le plus donné gratuitement, à savoir le solaire. Voilà, vous avez raison, pour qu'on puisse faire éclater notre puissance. À M. Gaëtan, je dirais effectivement, vous avez raison. À mon sens, il faut aller dans le dialogue. C'est très bien ce qui est fait par nos militaires, mais pour que la puissance puisse monter du bas vers là-haut et de manière beaucoup plus effective, il faut que ça aille vraiment des peuples vers le sommet et pas forcément l'inverse. Il faut dialoguer, il faut aller au référendum, il faut faire des consultations pour tenir compte de l'avis de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est la même chose également si on veut penser des questions de monnaie. Voilà, il faudrait dialoguer avec les gens pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et je souhaite que les gens puissent vraiment porter sur votre table avant demain toutes les informations liées aux accords pour que nous puissions les éclater et les rendre très publics. Merci bien à Wendoso. Vraiment, continuez ce beau travail. Les informations qu'on a reçues sont très encourageantes. Donc, restons puissants, restons nous-mêmes et pour sûr et certain, ils vont nous revenir pour que nos intérêts marchent. Voilà ce que je peux dire. Merci. Bien, merci. Un autre sujet qui peut-être va nous engager pour le panel à venir, c'est de savoir en quoi la polygamie n'est pas dans les paradigmes africains. Ça, c'est une question que Pourquoi la polygamie ne fait pas partie des paradigmes de nos États? Et quand on regarde dans tous les royaumes, les chefs ont toujours eu plusieurs femmes. Quand on regarde même dans la construction sociale, on a toujours eu plusieurs femmes. Donc, je ne sais pas d'où vient que ça ne fait pas partie de nos paradigmes. Bien, j'arrête le débat là et je passe la parole à un autre panéliste. Est-ce que je peux répondre à la question sur ça ou pas? Je peux ou pas? Oui, allez-y très rapidement. Nous sommes des Africains. Donc, il y a lieu de faire la différence entre l'Afrique des humanités classiques africaines et l'Afrique issue de ce contact avec d'autres cultures et en plus de manière violente. Je l'ai dit, je maintiens, avant tout contact avec les peuples venus d'ailleurs, la polygamie n'existait pas en Afrique. La polygamie est arrivée en Afrique par l'islam. Depuis le contact des cultures, beaucoup de choses vont changer. Le contact du monde arabe, puis l'esclavage, puis ainsi de suite. Beaucoup de choses ont changé. Et l'Afrique est perdue. L'Afrique ne sait même plus où elle est. Si l'on veut retrouver nos paradigmes, c'est de revenir à l'Afrique pure, celle des humanités classiques africaines, celle qui n'a pas... Seule cette Afrique est porteuse des vraies valeurs et du paradigme africain. Beaucoup trop de choses sont frelatées. Depuis ce contact avec beaucoup de choses, évidemment, les générations d'aujourd'hui qui sont nées trouver certaines choses, on a l'impression que c'est notre culture. Non, ce n'est pas notre culture. Il y a trop de choses qui sont là qui ne sont pas de notre culture. Voilà.
Donc ça, c'est fondamental. C'est une donnée anthropologique et scientifique. On peut l'étudier. Il y a une chose aussi qui est sûre, c'est qu'on ne peut réussir que sur la base de nos propres paradigmes. Ceci est également scientifique. C'est une certitude. Parfait. Merci, M. Nakanabo. On pourrait éventuellement poursuivre les débats plus tard. Je passe la parole aux deux autres panélistes pour apporter quelques éléments de réponse. Voilà, je vais prendre la parole si mon système informatique le permet. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Alors, je n'ai pas eu toutes les questions parce que j'ai eu un problème informatique malheureusement entre-temps. Mais je voulais répondre à la question de M. Kizito Koussé. Voilà, c'était une question relative au choix de l'AES. Il se demandait si finalement le choix de l'AES ne contredit pas l'intuition des peuples. Je crois que ça rejoint la question posée par le présentateur à la fin, c'est-à-dire l'organisation de l'AES, est-ce l'AES des peuples ou des États? Alors, je voudrais dire à M. Koussé qu'il n'y a pas de contradiction interne. Alors, il faudra voir le référentiel, c'est-à-dire le rapport à ce couple Liptako-Gourma. Voilà. Ce n'est pas anodin que ce couple apparaisse dans les textes, la charte du Liptako-Gourma. Ben, si vous avez, au cours de l'histoire, senti dans la présentation que le Liptako-Gourma ne constitue pas deux sœurs jumelles qui ont une histoire bien partagée. Et donc, il y a eu pas mal de conflits pendant de longues années, mais finalement, à la fin des conflits, où le Liptako s'est installé comme royaume, comme émirat, mais il y a eu le partage de la vie à construire avec leurs voisins, les Gourmachis. Alors donc, après un siècle, le Liptako et le Gourma ont fini par se rendre compte qu'ils sont côte à côte par la géographie, mais aussi constitués ensemble par une histoire à partir de laquelle ils sont obligés de trouver les ressorts pour la vie. C'est cela aussi la vie des peuples. Alors, donc, dans l'AES des peuples donc, du Liptako et du Gourma, vous avez les intuitions bien perçues par les États. Alors donc, les États sont en train de construire ce que les peuples du Liptako et du Gourma ont vécu ensemble. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction, mais il y a un chemin à parcourir pour que les États de l'AES puissent revêtir les catégories et les propriétés de l'AES des peuples, c'est-à-dire du Liptako et du Gourma. Alors, entre l'AES des communautés et l'AES des peuples, par rapport à la méthodologie, ce n'est pas évident. Il faut relier les choses en les renversant. Pourquoi en les renversant? Ben, parce que l'AES des peuples s'est constituée au cours de l'histoire par la force des choses. Nous nous sommes rendus compte que c'est une bonne chose aujourd'hui et cette constitution est porteuse d'une politique et d'une économie à même de développer les nations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut d'abord remarquer que l'AES, c'est-à-dire l'alliance entre les États du Sahel, n'a été décriée dans aucun pays. Pas au Mali, pas au Niger, pas au Burkina Faso. Bon, de façon générale, si vous regardez la réaction et le comportement de la rue, ben, les gens sont allés rapidement vers
adoption, une approbation de fait. Parce que le contexte, il ne faut pas oublier, l'oblige. Nous sommes en situation de conflit. Les peuples cherchent d'abord à vivre. Et voilà, des frontières partagées, ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, où vous avez des foyers qui ne font que semer la désolation, donc les meurtres, et qui détruisent les peuples de l'intérieur. Et donc, malgré cet avènement du terrorisme, les peuples du Liptako et du Gourma n'ont pas été défaits en ce qu'ils sont. Ils sont restés unis parce que vous avez des peuples transfrontaliers, Burkina, Niger et Mali. Et donc, je crois que c'est cela l'intuition des pays. Alors, d'aller dans le sens, bon, je ne rentre pas dans le débat fédération et confédération, mais en tout cas, dans le sens d'une alliance, d'une mutualisation. On dit que l'union fait la force, une mutualisation qui va permettre au peuple de s'auto-déterminer. Je vous remercie. Merci, docteur Bonkungu. Est-ce qu'il resterait éventuellement une main levée? Il y a des questions qui... Il y a certaines questions qui sont restées sans réponse, dont une m'est personnellement adressée. Alors, existe-t-il des coups d'État salvateurs? Je ne pense pas que la mise en garde qu'avait faite Anissé écarte cette question, et je crois pouvoir tenter d'apporter une réponse sans forcément me prononcer sur la question des coups d'État au Sahel. Chacun pourra se faire son idée personnelle à ce sujet. Mais je voudrais dire tout simplement que la question est débattue en doctrine. C'est une question d'ordre scientifique que de savoir si certains coups d'État pourraient être légitimes. Est-ce que certains coups d'État, au regard du contexte dans lequel ils interviennent, peuvent être considérés comme salvateurs ou légitimes? C'est une question d'ordre scientifique qui a d'ailleurs occupé, disons, certaines contributions scientifiques dans des revues. Alors, de mon point de vue, et si je m'en tiens au droit international, je pourrais dire que l'idéal, c'est de ne pas en arriver au coup d'État. Et d'autant plus que, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont fixées aussi bien au plan interne qu'au plan international et qui sont censées garantir la démocratie. Et néanmoins, de mon point de vue, certains coups d'État pourraient être considérés comme salvateurs, comme légitimes, parce qu'en droit international, on fait par exemple une distinction entre ce qu'on appelle les normes impératives et les normes dispositives. Donc, quand on prend un gouvernement qui commet le génocide, par exemple, la question pourrait se poser de savoir si renverser un gouvernement qui est en train de commettre un génocide est légitime ou n'est pas légitime. Alors, le génocide est une norme impérative du droit international et celui-là qui permet, quelqu'un qui parvient à renverser un gouvernement qui est en train de commettre un légitime, je ne pense pas que le droit international puisse le condamner. De ce point de vue, je peux dire qu'il y a certains coups d'État qui pourraient être salvateurs, mais pour ce qui concerne la question des coups d'État au Sahel, chacun pourra se faire son opinion selon, au regard du contexte dans lequel on est. Alors, pourquoi le Premier ministre avait parlé de fédération et après, il s'agit plutôt d'une confédération? Alors, je ne pourrais pas forcément dire ce qui a entraîné, ce qui a été à l'occasion de cette confusion entre confédération et fédération, mais je peux peut-être dire que cette confusion conceptuelle est peut-être liée au fait que la fédération, pardon, ou plutôt, disons, la confédération est en quelque sorte une fédération par palier. C'est-à-dire que la confédération s'inscrit dans une étape
Donc, par palier, c'est l'idée d'étape. C'est une étape pour aller vers la fédération. Donc, ça, peut-être que l'idée du ministre était, c'est-à-dire qu'il regardait directement, c'est-à-dire que le point final, en parlant de fédération, mais il y a des étapes, c'est ce que j'ai dit dans ma présentation, il y a des étapes, donc la confédération peut être une étape qui va conduire vers la fédération. Donc, c'est peut-être cela qui a été à l'origine de cette confusion conceptuelle. S'agissant maintenant de la question de garantie des mérites de l'AES, est-ce que je peux garantir ces mérites? Alors, c'est vrai que j'ai noté ce que j'ai dit, mais je ne reprends pas strictement ce que j'ai écrit sur mon papier. Et je crois que ce que j'ai dit à la fin de ma présentation, c'était d'abord de relever que l'AES est bienvenue, elle est bienvenue et elle est également attendue, surtout sur la question sécuritaire. C'est d'une part ce que j'ai dit. Et dans un second temps, j'ai également relevé le fait qu'il y avait, qu'on pourrait déjà parler de réussite, notamment du fait qu'il y a des sanctions qui ont été levées et qu'il n'y a pas eu d'intervention au Niger. Et sur ces éléments-là, je crois que ces éléments sont assez objectifs et chacun pourra les constater. S'agissant des sanctions, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décrié, qui ont dénoncé ces sanctions qui, à un moment donné, n'étaient plus vivables pour les populations. C'est-à-dire que c'est des sanctions, certes, en droit international, on fait une distinction, par exemple, entre les sanctions intelligentes et d'autres formes de sanctions qu'on considère comme qui sont sans distinction. C'est-à-dire qu'en cas de violation du norme du droit international, une organisation internationale peut prendre des sanctions et certaines de ces sanctions-là peuvent viser les autorités uniquement. Donc, c'est ça qu'on appelle les sanctions intelligentes. Donc, ça va viser les autorités uniquement. Ça ne va pas affecter les populations qui n'ont pas forcément contribué à cette violation. Donc, en l'espèce, on était dans une situation de sanctions générales, de sanctions qui étaient absolues et qui étaient vraiment de nature à rendre la vie très pénible pour les populations. Et je crois qu'on peut considérer cela comme une réussite. Mais en même temps, j'ai relevé le fait que c'est vrai que le bras de fer, quant à ces aspects, n'a pas commencé avec la création de l'AES. Donc, avant même la création de l'AES, on sait que ces États-là avaient déjà initié, entamé ce bras de fer-là. Alors, sur les accords, oui, effectivement, je crois que je partage, je crois que c'est M. Gaëtan qui a relevé le fait que ces accords ne sont pas forcément disponibles. Je crois que certains de ces accords sont très anciens et en gros, ils ont été signés à l'époque où Internet n'était pas assez développé. Donc, je crois aujourd'hui qu'ils ont été dénoncés. Il n'y a plus rien qui empêche de pouvoir les mettre à la disposition des populations et de sorte que tout le monde puisse les voir. Euh, pour ce qui concerne l'accord, je crois que c'est en 2011 hein, qui a été signé entre le Mali et la France. Du moins, cet accord-là est disponible sur Internet. J'ai pu le consulter dans mes travaux de recherche. Merci. Bien, merci. Alors, il y a d'autres questions qui sont sur le chat, hein, c'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si on va arriver à épuiser toutes les questions. Il nous reste à peu près quelques minutes avant d'arrêter donc notre panel. Alors, je voudrais lire peut-être une ou deux questions très rapidement. Est-il une bonne idée de commencer une nouvelle monnaie pendant une période d'instabilité sécuritaire? Serait-il pas mieux d'attendre des temps plus stables à l'avenir? Et puis une autre question, avec une nouvelle monnaie, cela ne signifierait-il pas une inflation? Les plus petits ne seraient-ils pas les plus atteints économiquement? Par ailleurs, aurons-nous la force de tenir une nouvelle monnaie face aux pays forts de l'Afrique? Voilà. Donc, je crois que c'est quelques questions que j'ai prises au volet. Et si éventuellement il y a une main levée, je vois Monsieur Nakanabo qui a la main levée.
On vous écoute et puis après, les panélistes répondront aux deux questions et on passera donc à la conclusion de notre panel. Monsieur Natanabo? Oui, alors, juste, je vais rajouter un petit truc sur l'histoire de fédération et de confédération. Je pense qu'il a peut-être bien répondu, mais il faut que ce soit assez clair, il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire que si la cible est une fédération, la confédération n'est qu'une étape. Pour faire une fédération, on passe toujours par la confédération. C'est une étape de maturité. Donc, je pense que le truc est assez bien répondu, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Il y a un truc qui me dérange souvent quand on parle des lois internationales, et surtout lorsqu'on pose la question par rapport à des coups d'État ou à un système démocratique. Je suis vraiment un peu interpellé pour qu'à l'occasion d'une telle question, on ne puisse pas aller jusqu'au fond du sujet. Nous sommes l'Afrique, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous avons une culture. D'où nous vient cette idée de vouloir aller chercher des lois internationales, des trucs. C'est-à-dire qu'on peut critiquer un coup d'État, ce n'est pas l'idéal, mais pourquoi on va prendre la démocratie? Pour quelle raison on va prendre la démocratie? Ça ne nous appartient pas. Et je me dis, c'est l'occasion, à ce moment-là, de débattre sur le fond du sujet. Nous sommes l'Afrique, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes la matrice de l'humanité. Je pense qu'il faut qu'on arrête de faire un peu d'amnésie. Parce que rappelez-vous une chose, c'est depuis l'Europe que d'un droit positif a réagi a régenté une certaine vérité pour tous les peuples. C'est de ce droit qu'est né l'État jacobin et c'est de ce droit qu'est né l'ensemble de l'enjeu planétaire. Donc, c'est de manière violente que tous ces systèmes nous ont été imposés. D'où nous vient-il l'idée, lorsque l'on veut se développer enfin, que l'on soit en train de nous accrocher à des structures qu'on nous a imposées? J'arrive pas à comprendre. N'avons-nous pas la capacité, la culture ou la connaissance d'organiser nos sociétés? L'Afrique ne possédait-elle pas un système politique? L'Afrique n'avait-elle pas une organisation? Et en plus, ce qui est quand même assez aberrant et choquant, nous avons une organisation sociale où la communauté est au-dessus de l'individu, qui est constituée par des lignages, par des clans, par des tribus. Ça, c'est l'Afrique. Pourquoi doit-on détruire tout ça pour amener quelque chose qu'on appelle démocratie? Personne ne sait même comment définir la démocratie. Moi, c'est quelque chose qui me... Nous sommes le berceau de l'humanité. Est-ce que nous avons besoin d'un peuple pour nous expliquer? Toute organisation sociale a à la base une pensée philosophique. Sur cette pensée philosophique, nous avons une pensée juridique. Et c'est de la pensée juridique que naît la pensée politique. Et de cette pensée politique va naître la pensée économique. D'où nous vient-il l'idée en tant qu'Africains de vouloir emprunter une pensée politique qui va être en déphasage avec notre pensée juridique, sachant que le droit africain est un droit, le droit naturel, à l'opposé du droit positif. Comment peut-on se retrouver dans ce bordel? Pourquoi ne peut-on pas nous affirmer? Ce n'est pas possible. Depuis l'Europe, la prétention d'un droit positif à régenter la vérité de tous les peuples apparaît. Ce droit est organisé selon un petit groupuscule d'individus. Le prince, le juriste et puis les législateurs. C'est-à-dire un groupe de personnes qui ont le sentiment que leur seule rationalité est capable de dire la vérité pour la manière dont tous les êtres humains doivent vivre. Ce n'est pas possible, quoi. Et ça s'étend. Des organisations comme l'ONU sont gérées par ce droit positif. On fait comment? Nous sommes qui? On ne peut pas se noyer dans tout ça. Même la déclaration universelle, il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs. Toutes ces déclarations des droits de l'homme et du citoyen l'ont été à des moments où on était esclave, où on était colonisé. D'où nous vient cette idée de vouloir nous approprier des choses qui ne nous appartiennent pas? Et comment croit-on qu'on peut se développer avec ça? On fait des déclarations de droits de l'homme. Nous, on était esclaves. On ne faisait pas partie des hommes. Aujourd'hui, c'est nous qui nous tapons la poitrine en disant qu'on veut défendre la déclaration des droits de l'homme. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on redevienne nous-mêmes. Nous avons tout chez nous. Nous sommes le berceau de l'humanité.
Nous avons transmis le savoir à tout le monde. On n'a pas à partir la notion de solidarité, de bien, on n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Je pense que c'est le vrai problème, il est là. Il faut qu'on aille un peu plus en profondeur parce qu'on n'y est pas pour l'instant. Bien, merci bien, Monsieur Nakanabo, pour votre intervention. Avec ce panel, on ne va pas arriver à reconstruire Est-ce que je l'histoire pourrais de peut-être l'Afrique. dire juste un mot après? Juste, Oui, d'accord. Donc, on ne va pas reconstruire l'histoire de l'Afrique à partir de ce panel. Ce qui a été fait. Et donc, l'AES pense l'avenir pour les États donc, du Burkina, du Mali et du Niger. Et c'est vers l'avenir, effectivement, qu'il faut se tourner pour éventuellement réinventer ou en tout cas réadapter nos institutions et nos politiques aux réalités africaines et aux réalités qui sont pour nous les mieux adaptées donc, à nos besoins. Bien. Docteur Oukate voudrait ajouter. Oui, juste rapidement. Alors, je remercie Monsieur Nakanabo justement pour, disons, tout ce qu'il a dit. Je crois que le débat est très intéressant. Oui, effectivement, je crois on peut vraiment aller au-delà des règles juridiques, au-delà du droit international, bien entendu, quand il s'agit de toutes ces questions-là. Alors, moi, je vais peut-être revenir sur deux éléments rapidement. Dans un premier temps, je vais relever le fait que ce n'est pas seulement une question de droit, c'est également une question de société. C'est-à-dire que euh, les règles d'évolution du pouvoir sont fixées par la Constitution que le peuple lui-même s'est doté. Donc, à partir de ce moment, la dévolution du pouvoir se fait conformément aux règles constitutionnelles sur le principe. Maintenant, après, on peut voir il est possible qu'il y ait des exceptions ou pas. Maintenant, la démocratie et les droits de l'homme, moi, je ne pense pas que c'est parce qu'on a souvent tendance à penser que la démocratie et les droits de l'homme, c'est le produit de l'Occident. Moi, je ne pense pas que la démocratie et les droits de l'homme soient un produit de l'Occident. C'est-à-dire que c'est dans nos sociétés, il y a des formes de démocratie, il y a les droits de l'homme qui existaient même dans le temps ancien. Anissé, tu sais, quand on parle par exemple de la charte de Manden, disons dans la zone du Mali, on sait que donc l'Africain avait déjà les droits de l'homme même avant la déclaration à la française des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, donc si on les considère vraiment comme quelque chose qui s'inscrit dans nos sociétés également, parce que quand on prend cette charte-là, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a des personnes vulnérables qui avaient besoin de protection particulière. Tout cela a été pris en compte dans la charte du Manden. Et tout comme la démocratie, moi, je pense que quand nos rois avaient des notables qu'ils consultaient, donc le roi ne décidait pas seul. Les notables qui étaient consultés, c'est peut-être notre Parlement d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être une évolution qui a conduit à cela. Donc, la démocratie et les droits de l'homme, pour moi, ce n'est pas antinomique à l'africanité. Juste cela que je voulais relever. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Docteur Médard, vous voulez rajouter une contribution ou... Brièvement, j'ai noté qu'il y a une panéliste qui a dit qu'on n'a répondu à aucune de ces questions. Je crois que c'est Maman Toukour Fodi. Voilà, il dit que mes questions sont restées sans réponse. Peut-être qu'on peut donner la parole, mais avant ça, j'aimerais dire vraiment à M. Nakanabo que l'essentiel de ce que vous avez dit, c'est vraiment ça, une vérité que je partage à 1000%. Et lorsque je mets l'accent sur le fait que notre limite doit vraiment être Dieu, c'est pour vous rejoindre. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser nos petits-enfants, même s'ils sont des Blancs ou des Chinois, venir nous montrer comment l'être humain doit se comporter. Très, très d'accord avec vous et merci bien. Voilà. Très bien, merci, docteur Sané. Donc, les questions de M. Maman, c'est quel garde-fou doit être mis dans la Constitution fédérale ou confédérale pour ne pas remettre en cause la vision, la création de l'AES. Donc, c'est une question que j'avais relayée. Deuxième question, comment sera le mode d'élection du président, des députés, des élus locaux? Je pense que tout ça va être précisé à l'intérieur de la Confédération. Mais je pourrais demander à Dr Oukate
de répondre à la première question. Donc, quel garde-fou on pourrait éventuellement mettre dans la Constitution fédérale ou confédérale pour effectivement garder sauve la vision de la création de l'AES? Je crois avoir répondu à cette question puisque j'ai relevé le fait que effectivement il y a certains d'éléments, certains des éléments de cette vision qu'on peut clairement inscrire dans la Constitution, aussi bien dans le préambule des constitutions des États respectifs que même dans le texte, puisque si on considère que le préambule a une valeur juridique et que ce préambule doit être respecté, on peut l'inscrire dans le préambule toutes les valeurs par lesquelles les créateurs de l'AES ont mis en place cette structure, on peut l'inscrire au sein de la Constitution. Mais le vrai problème, et je l'ai relevé quand je répondais à cette question, le vrai problème est que dans nos sociétés, il y a également la question des acteurs qui se posent. Donc, on ne peut pas... pardon, juste un instant, j'ai mon ordinateur qui se décharge, je vais essayer de le mettre... Bon, j'espère peut-être que je vais pouvoir répondre rapidement à la question avant de le faire. Donc, il y a la question des acteurs qui se pose. La question des acteurs. Il y a dans certains pays comme cela, il y a des principes qui sont inscrits dans la Constitution que des gens, à un moment donné, décident de réviser. Donc, décident de changer et parfois, ils passent simplement par l'Assemblée nationale. Ils ne reviennent pas forcément au peuple. Donc, on peut inscrire dans la Constitution et de sorte même à dire que pour... Bien, on a perdu Dr Oukate, il va certainement se reconnecter. Alors, je vois une main levée de Georges Kouda, mais avant, il y a deux questions à laquelle on n'a pas apporté une réponse. Sur la question de la monnaie, est-ce que les temps de transition sont des temps propices pour créer une monnaie? Et puis l'autre question était de savoir, est-ce que la nouvelle monnaie ne va pas plutôt défavoriser les plus faibles? Si éventuellement l'un des panélistes a une réponse à cette question, avant donc de passer la parole à M. Georges Kouda. Je dirais que à mon sens, je ne suis pas un économiste, mais moi, je reviens un peu sur ce que l'un des participants avait souligné, la nécessité du dialogue, la nécessité de la concertation, la nécessité de conjuguer avec les forces qui sont sur ces différents pays. Être capable de savoir comment des spécialistes de ces questions techniques-là peuvent apporter des réponses bien effectives. Effectivement, durant des moments de turbulence, quand on se lance sur des questions qu'on ne maîtrise pas très bien, on peut le regretter plus tard quand on ne maîtrise pas ce qu'il faut. Mais également, les transitions sont des occasions pour se lancer dans des projets qui peuvent porter des fruits plus tard. Donc, je dirais simplement que ce sont vraiment des experts économistes qui peuvent répondre adéquatement à cette question, à mon sens. Voilà. Mais le débat est bien lancé et de part et d'autre, on a ceux qui soutiennent et ceux qui ne soutiennent pas. Quand on écoute bien l'Afrique, bien avant même ces coups d'État, il y a des Africains qui sont bien dans le franc CFA et il y a d'autres qui estiment qu'il faut sortir. Donc, bref, voilà ce que je peux dire brièvement. Bien, merci. Une dernière intervention de M. Kouda et puis on va, je crois, mettre fin à notre panel. OK. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous reçoit. OK. Juste pour vous féliciter vraiment pour cette belle initiative parce que je suis instituteur dans la province de la Kossi au Burkina Faso, dans une zone très bien fermée. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir prendre part à de telles organisations. Et vraiment, je voudrais vous féliciter pour cela. Et dire aussi merci à M. Nakanbo pour son intervention. Et je trouve que nos juristes doivent retravailler effectivement sur ces lois disant soit internationales parce que nous pouvons effectivement nous faire bien de belles lois. Voilà, merci bien et je reste à suivre votre... Je félicite vraiment les panélistes pour le travail. Merci bien. Merci, M. Kouda. Est-ce que l'un des panélistes veut prendre la parole ou...
ou éventuellement une autre personne qui a une question brûlante qui ne peut pas, qui ne peut pas passer sous silence. Bien, je ne vois aucune main. Très bien, donc on va mettre fin à notre... Alors, Monsieur Nakanabo, Monsieur avec Nakanabo, d'accord. Donc, allez assez rapidement, Monsieur Nakanabo, vous avez la parole. Juste compléter par rapport à ce qu'on a dit, il faut vraiment faire la différence entre la démocratie africaine et la démocratie occidentale. Cette propension à vouloir universaliser les choses n'est pas acceptable. S'il y a bien un seul mot dans la langue française que je déteste, c'est le mot universel. En fait, ce n'est que l'expression d'un hégémonisme. Il n'y a rien d'universel. On utilise l'universel pour vendre à un... Il n'y a rien. Si vous regardez la démocratie occidentale, pour la créer, il a fallu un prérequis. Dans l'histoire européenne, celui qui prenait le pouvoir tuait l'adversaire et toute sa famille avec. Le but est d'en arriver à une société homogène. C'est ça qu'on dit pas aux gens. Il a fallu ça des années. On arrive à une France où tout le monde, il n'y a qu'une seule langue, la France. On ne peut pas apprendre ça venir chez nous. Dans notre démocratie africaine, avec les chartes du Manding, par exemple, on a la notion de consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Dans la démocratie occidentale, le candidat qui gagne, il a tout gagné. Celui qui a perdu, il a tout perdu. On compense ça par la notion de l'alternance. Tu as perdu, mais tu attends dans 5 ans, tu gagneras. Donc, déjà, premier prérequis, c'est une homogénéisation de la société, au point que même les candidats se connaissent entre eux, ils ont fait la même école. Et non, je veux dire, j'ai perdu, c'est pas grave, on va boire le café ensemble, mais la prochaine fois. Nous, c'est pas ça. Notre démocratie, aucun candidat ne peut tout gagner. On ne gagne qu'une partie. On est dans la notion de consensus. Il faut vraiment que nos scientifiques, nos anthropologues, nos juristes, surtout les juristes là, il faut que nous puissions définir la théorie juridique de l'Afrique. Elle n'existe pas. De toute façon, il n'y a aucune théorie. Tout ce qu'on avait a été détruit par la colonisation et l'esclavage. Elle est complètement différente. Il faut exclure la notion d'universel. On n'a pas à aller prendre une loi ailleurs, en Europe. Nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes le berceau de la science. Et ça, c'est non négociable. C'est vraiment la base sur laquelle. Et nous ne nous développerons que sur la base de notre propre paradigme. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Bien, merci Monsieur Nakanabo pour votre contribution. Nous allons effectivement aller progressivement vers la fin de notre panel. Donc, en remerciant très sincèrement les différents panélistes. Donc, Dr Alfred Bonkungu qui intervenait depuis donc Ouagadougou, Dr Jerry Oukate qui intervenait depuis donc la France, Lyon précisément, et puis Dr Meda Barouen Sané qui intervenait depuis les États-Unis. Donc, vous aurez compris, on est un peu dans un petit monde avec au moins 3 continents, hein, avec au moins 3 continents concernés dans le cadre de ce panel. Donc, les remercier très, très sincèrement pour votre disponibilité et dire que l'Institut reste voilà, ouvert et à la fois disponible à organiser d'autres activités de ce type. Je pense que d'ici là, nous aurons une autre thématique pour un autre panel et cela vous sera communiqué. Je voudrais terminer par vous appeler à la prochaine formation que l'Institut organise, donc du 22 au 27 avril 2024, avec la thématique Paix et sécurité au Sahel, options terrorisme et actions humanitaires. Donc, c'est une formation qui est certifiante et nous aurons plusieurs formateurs des États-Unis, du Burkina Faso, de la France et de la Belgique qui vont intervenir dans le cadre donc, de cette formation. Les inscriptions sont toujours ouvertes, donc vous pourrez éventuellement vous inscrire en nous écrivant à institut paix au Sahel tout collé @gmail.com. Institut paix au Sahel @gmail.com. Bien, au nom de toute l'équipe de l'Institut, je vous remercie tous ceux qui sont restés connectés depuis 15 heures, heure de Paris, et 13 heures, temps universel, jusqu'à présent pour suivre donc ce panel
sur la Confédération des États du Sahel, quel l'avenir pour les peuples du Liptako-Gourma. Donc, nous avons pu apprendre sur l'historique des peuples du Liptako-Gourma, sur la configuration politique des États du Sahel et aussi sur la question du renouvellement des différents partenariats. L'objectif pour nous, c'est d'informer, c'est de former, mais c'est aussi de poser la réflexion sur ces changements institutionnels et politiques qui se passent au Sahel et donc proposer des solutions éventuellement aux décideurs qui pourront effectivement mettre tout cela en place. Donc, merci à tout le monde et on se dit à très bientôt pour un autre panel avec l'Institut de recherche sur la paix au Sahel.